Dans l'avion, survole du désert avec son sable rougeâtre, au bord d'une mer qui est peut-être la mer Caspienne. Nous volons depuis 4 heures déjà, et c'est assez long. On voit des traces nettes de fleuves temporaires, on voit des traces d'érosion qui rident le sol dans une brume de chaleur. Aucune trace de végétation. Des reliefs élevés, des vagues de dunes qui datent de la dernière glaciation, il y a 20 000 ans. La chaleur et le vent brouillent le paysage. Dans ces régions, les séismes sont fréquents. Enfin, des taches de verdure, d'abord comme des ombres le long des fleuves. Le lac artificiel de Charvak en approche. Des cultures, des maisons. Cette fois-ci, on arrive. Atterrissage un peu secoué après 6h30 de vol. Au sol, il fait 23 degrés et il est 7 heures du matin. Traversée de la ville moderne de Tachkent, en passant déjà devant le musée d'histoire naturelle, reconstruite après le grave tremblement de terre de 1966 et imprégnée du style classique communiste, après plus de 70 ans d'occupation russe. Ici, c'est le quartier des administrations. Le théâtre Navoï. Les Ouzbeks au travail. Le musée des arts appliqués a été installé dans l'ancien palais du diplomate Polovtsev. Il a été construit dans le style ouzbek par des artisans du pays et 4 pièces sur les 12 restantes sont restaurées. La véranda d'été, recouverte de majoliques bleues et vertes traditionnelles, est la première que je découvre, et c'est très beau. Des moucharabiés modernes protègent les œuvres de l'intérieur du soleil brûlant du dehors. On commence la visite des collections par les célèbres tapis d'Ouzbékistan. Ces modèles sont en coton et entièrement brodés à la main. Les filles commencent à apprendre la broderie à 3 ans. Des bandes étroites de motifs sont tissées au métier manuel, puis rebrodées entièrement, parfois par des familles complètes, parentes, amies, voisines, chacune faisant son petit bout. Ensuite, les bandes sont réunies pour former un tapis de mariage, un dessus de divan, etc. Et on voit bien les différences de couleurs selon les bandes. Ces motifs sont souvent floraux, géométriques et stylisés. Celui-ci a des motifs qui protègent du mauvais œil. Les soleils rouges de celui-là sont des motifs de l'ancienne religion zoroastrienne censée porter bonheur. En plus, ils doivent être imparfaits ou inachevés car la perfection n'appartient qu'à Dieu et l'achèvement c'est la mort. Ici, des barrettes, chapeaux traditionnels qui sont tous différents selon qu'ils sont portés au quotidien ou pour les fêtes ou les mariages. Les broderies suivent les mêmes codes que pour les tapis, soit contre le mauvais œil, plumes d'oiseaux porte-bonheur et certains motifs racontent des histoires. Un moment de distraction. Cette jeune fille dessine le tapis de mariage accroché au mur devant elle. Est-elle étudiante en art? Est-ce qu'elle prépare son propre tapis? On ne le saura pas. Autre coutume récente au début du XXe siècle, le tchador,
en crin de cheval qui accompagne le somptueux manteau brodé paranja. Les broderies sont dans le style traditionnel iranien. Ici, ce sont les céramiques. Celle-là est moderne. Les sifflets d'enfants conservés ici étaient destinés jadis à la fête du printemps en faveur d'une déesse zoroastrienne de la récolte. Les motifs étaient des oiseaux, des chevaux, des moutons, censés appeler le bonheur et la réussite des récoltes. Il y avait aussi quelques dragons et quelques monstres qui faisaient peur aux mauvais esprits. Tous proviennent de la vallée du Ferghana. Distraction encore. Par la fenêtre, je ne peux m'empêcher d'admirer de plus près ce décor de 1001 nuits pour lequel je viens de si loin. J'apprendrai le nom de ces sculptures plus tard. Pour le moment, je regarde. Revenons à la vallée du Ferghana et sa spécialité, les ourdaks, petites coupes de céramique bleue ou légèrement verdâtre. Cette céramique subit 4 cuissons. D'abord la pièce façonnée en terre, ensuite, après trempage dans l'engobe qui est un mélange d'argile fine et de kaolin en suspension, une autre cuisson encore après la peinture au décor coloré qui révèle et avive les couleurs, et dernière cuisson pour fixer le vernis brillant. Ici, une pièce zoomorphe arrêtée au stade de l'engobe et décorée d'incisions et dessins en creux qu'on appelle un taille. La céramique de Chakrisabz. Les décors sont des piments, des végétaux, des animaux stylisés aux couleurs sombres et chaudes. Il est relativement aisé d'identifier la région de production des céramiques d'après leurs couleurs. Le Ferghana et le Khorezm utilisent une glaçure Ishkor qui magnifie les teintes bleues, vertes et blanches, qui sont très nuancées et profondes et qui décomposent complètement les teintes jaunes et rouges. Par contre, à Samarcande, Bukhara et Tashkent, la glaçure au plomb magnifie les couleurs jaunes, rouges et brunes qui deviennent lumineuses et chatoyantes. Dans les céramiques de Tashkent, on trouve aussi, bien que moins typés, des motifs animaliers assez rares dans la céramique ancienne. Et la céramique blanche et ocre de Samarcande a des dessins graphiques. Samarcande a toujours été à l'écart des autres villes au niveau artistique aussi bien que géographique. Bien que de nombreuses régions aient produit des céramiques ou terres cuites animalières, seul le dragon de Samarcande a la gueule ouverte, en signe de bienveillance et de sagesse. Ici, c'est un riton animalier. Les formes qu'on voit ici sont typiquement zoroastriennes et datent d'avant l'arrivée des Arabes. On termine par 2 céramiques modernes au mur du musée. Dans la salle de réception, ce qui frappe d'entrée, c'est la richesse du décor. Au-dessus des portes, des citations d'Omar Khayyam. Au centre, la fontaine de marbre blanc reste muette. Ici, la nappe phréatique est si haute que la salle serait inondée si on laissait couler l'eau. Les fidèles de Mahomet, partis du désert et semi-nomades, ne possédaient pas d'édifice et aucun art décoratif propre.
Autour de la salle, on observe donc une synthèse des divers types de céramique rencontrés en Espagne, au Maroc, en Turquie. L'art islamique a intégré toutes les facettes des styles rencontrés dans les pays convertis. Ici, un décor en stuc en relief peint de teintes multicolores et qu'on appelle ganch. Ici, des majoliques céramiques peintes. Et là, un décor de niche d'inspiration typiquement chinoise et qu'on appelle colombier. Chacune des petites alvéoles contenant une céramique. On retrouvera ce type de décor dans tous les palais, dans les édifices religieux, aussi bien que chez les particuliers. La composition des colonnes, le pied ici ou la base est en noyer sculpté. La sphère dorée est couverte d'un motif en mûrier sculpté. La colonne et le chapiteau sont en mûrier peint. Entre les divers éléments, on trouve des anneaux de feutrine ou de corde pour assurer la stabilité de l'ensemble en cas de séisme. Ici, le mihrab est purement décoratif. Il indique la position opposée à la Mecque. Et l'inscription au-dessus de la porte indique en persan que cette maison est accueillante pour tous. On jette un coup d'œil à travers la porte du fumoir et on voit les fenêtres ovales d'inspiration persane. Le plafond et le poêle sont dans cette pièce les vestiges de la décoration d'origine. C'était une salle à manger ou une chambre, avec la cheminée typique en carrelage. Les murs sont recouverts de tissus destinés aux robes des femmes. Ici, c'est du satin Adras, 50% coton et 50% soie, ce qui donne un effet moiré par l'alternance du brillant et du mat. Ces autres tissus, plus épais, sont particulièrement destinés au caftan. Des copies de miniatures persanes du XVe siècle, appelées les 7 planètes ou encore les 7 belles. Et c'est vrai qu'elles sont jolies. Les instruments de musique sont en bois tourné, incrustés de nacre d'ivoire, et ce sont de vraies œuvres d'art. Beaucoup d'instruments à cordes, dont le rhubob, qu'on entend actuellement. Voilà un rhubob. Joseph qui se mire dans un superbe miroir de bois peint. La peinture sur bois avec ses motifs floraux ou persans est un autre des arts traditionnels ouzbeks. Un paravent en orme sculpté. D'autres motifs de moucharabier. Un lit de repos en orme sculpté. Avec sa table à thé, sculptée également, posée sur les fameux tapis de Boukhara. Une synthèse de la vie ouzbèque. Ici des coloquintes. Elles servaient jadis à conserver le tabac et maintenant elles servent plutôt au transport des épices. La broderie à fil d'or est une spécialité de Boukhara depuis le XVIIIe siècle. Les fils d'or étaient traditionnellement importés de Russie ou d'Inde. L'achat, la production, la vente des broderies était le privilège de l'émir et sans son autorisation, aucune transaction n'était possible. Ce tapis à décor floral
et brodés à fil d'or en relief. Les motifs célèbrent la récolte du coton. On voit les petites fleurs blanches. Celui-ci célèbre la récolte du raisin avec les petits grains violets. Un motif de soleil zoroastrien. Les ustensiles et cuvettes en cuivre repoussé servent au rinçage des mains après une longue promenade dans le désert. On retrouvera dans la boutique pratiquement tout ce qu'on a vu dans le musée. Ça s'appelle un coup de pompe. Et on jette un dernier regard sur les mosaïques modernes de l'extérieur du musée. Tachkent a été choisie comme capitale d'abord parce qu'elle n'était pas une ville religieuse comme Bukhara, avec toutes les contraintes liées à l'islam. Ensuite, elle n'avait pas la profusion de bâtiments historiques que l'on trouve à Samarcande, en même temps que le manque de surface constructible. Tachkent, la citadelle de pierre, était déjà il y a 2000 ans une oasis prospère sur la route de la soie. Mais c'est au XIXe siècle, avec la conquête par les Russes et la construction du chemin de fer transcaspien, que Tachkent est devenue la ville nouvelle que l'on traverse maintenant. Si le patrimoine historique n'est pas aussi riche à Tachkent que dans d'autres villes, il n'est pas non plus négligeable. La place Kasti Imam est le centre religieux de Tachkent, avec la Médersa Barak Khan, construite au XVIe siècle, qui abrite le centre administratif du Moufti de l'Ouzbékistan et le mausolée de Saint Aboubakr Kafal Chachi. De l'autre côté, la mosquée Tilachek, principale mosquée de Jouma de la ville, et le musée moderne d'Ouzbékistan. Sur la pelouse, 2 cigognes aux ailes rognées font la parade en craquettant, ce curieux cliquetis qu'elles émettent en dansant. Ici la façade du musée. La mosquée Tilachek vue de 3/4 avec son dôme bleu sur fond bleu. Et dans la cour, la belle bibliothèque au dôme bleu cannelé qui abrite le Coran du calife Osman datant du 7e siècle. Ce manuscrit sur peau de gazelle est la plus ancienne version écrite du Coran. Il fut ramené par Tamerlan au retour de sa conquête de l'Irak. C'est du moins la légende, car ce livre, qui est néanmoins très ancien, n'est sans doute qu'une copie de l'original perdu. Vue de face, la mosquée présente une belle symétrie et elle est toute neuve car la reconstruction date de 2006. La Médersa Barak Khan, dont la haute façade domine l'immense esplanade qui fut jadis un jardin. Donc on aperçoit tous les monuments sur l'esplanade du grand complexe. Cette façade fut construite au XVIe siècle par un descendant de Tamerlan dans le style cheïbanide. Et des versets du Coran décorent le haut du portail. On verra le détail des majoliques toutes différentes. En traversant le portail, on passe dans la cour. Là, les 35 cellules Oujra ont été transformées en boutique. Joseph passe presque sans la remarquer devant une magnifique porte d'orme blond sculptée. Avec son bouton de cuivre travaillé.
et les traditionnelles fermetures en mouchard à biais. Le mausolée Abou Bakr Kafal Chachi fut construit en même temps qu'un cimetière sur le tombeau de ce docteur de l'islam, philosophe et poète, mort au Xe siècle. Il est en cours de rénovation et c'était nécessaire si on en juge par l'état de la porte d'entrée. Petit tour de ville en bus. La gare. La Médersa Koukeldash qui accueille encore 250 étudiants qui date de la deuxième moitié du XVIe siècle. Le musée Timouride, interprétation moderne de style ancien. Le théâtre Navoï Alisher, poète du Moyen-Âge, architecture soviétique du XXe siècle. Monument et flamme éternelle dédié à la mer éplorée, symbole de toutes les guerres du peuple ouzbek. Le palais de chasse de Nicolas Romanov, cousin du tsar. La place de l'Indépendance. La salle de concert Bacor. Retour vers le parc central et la statue de Tamerlan. L'eau qui coule généreusement des plateaux de la fontaine rappelle que nous sommes dans une oasis et que la ville est traversée par un canal d'irrigation venant du lac artificiel Tcharvak. Le visage oriental d'Amir Timour, conquérant mongol, qui fut aussi un administrateur avisé et un lettré. Retour à l'hôtel Ouzbékistan qui est considéré comme un éminent monument soviétique. Nous sommes accueillis par la traditionnelle céramique souriante. Un mariage se prépare et un quatuor à cordes répète à l'intérieur. Tandis que les premiers invités, et qui sont très nombreux, sont accueillis à l'extérieur par des musiciens traditionnels. Je filme à tout va, d'ailleurs on voit mon ombre, et on m'invite à la noce. Pas possible, demain on prend l'avion pour Urgench. Dans l'aéroport de Tachkent, deux dames attendent le vol avec leur seau de framboise. Elles acceptent en souriant que je les filme. Dehors, une vache traverse l'aéroport. Départ dans un Tupolev délabré, mais le vol sera sans histoire. Adieu Urgench, oasis du désert. Ces transferts de bagages ultra modernes. Et très rapides. Qui va, nous voilà.